Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rosy Talk, le podcast du mariage et des jolis jours. Et aujourd'hui, on accueille Mélanie, alias Mademoiselle Grondin, qu'on ne présente plus, et Marion, qui est doula et qui sera présente au village des jolis jours du Rosy Festival, qui se tiendra les 28 et 29 mars à la Sainte-Hélène à Saint-Pierre. Alors Mélanie, première question, elle est pour toi. Elle était comment, la Mélanie qui attendait son premier enfant? Je pense qu'elle n'était pas prête et qu'elle ne s'attendait pas du tout à vivre le raz-de-marée Enfin, elle ne pensait pas vivre ce raz-de-marée, vraiment. Okay. Je pense qu'elle n'était pas prête. Et au niveau de la naissance ou même déjà dès la grossesse? Absolument tout. Vraiment, je pense qu'on s'imagine ce que ça peut donner, mais sans vraiment le vivre, je pense qu'on se doute pas une seule seconde de tout ce que ça demande, en fait, comme préparation. Et toi qui as vécu, du coup, 3 grossesses à la suite, si tu fais aujourd'hui la différence entre comment tu as vécu ta 4e grossesse par rapport à la première, qu'est-ce qui est différent? J'étais beaucoup plus sereine. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à me comprendre, à m'écouter déjà, en premier lieu, à m'écouter, à me comprendre, à savoir plus rapidement ce dont j'avais besoin, et ce qui était essentiel pour moi. Et surtout, j'ai appris à faire connaissance avec mon bébé beaucoup plus tôt aussi, donc à le comprendre et à répondre à ses besoins plus facilement. Dans les faits, tu penses, qu'est-ce qui a fait la différence? L'expérience. Ok, l'expérience. Oui, et puis le fait de ne pas être seule aussi, parce qu'on dit souvent une maman attend son bébé, etc. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai fait mon bébé avec mon chéri et on a vécu toutes nos étapes ensemble. Donc je me suis sentie seule à aucun moment, par contre, que ce soit du premier jusqu'au dernier. Ça, c'est important. Ouais, c'est juste qu'on a appris vraiment à vivre ces grands moments ensemble et à découvrir et à apprendre, à comprendre nos bébés ensemble et avec plus de facilité avec le temps et l'expérience. Ok. Et est-ce que tu dirais qu'avec le recul, tu aurais pu mieux préparer cette première grossesse et cette première arrivée du coup? Je pense que j'aurais pu mieux le préparer, mais sur absolument tous les points. Ok. Est-ce que tu peux détailler? Oui, que ce soit sur la préparation. Déjà, vivre sa grossesse. Tout est nouveau parce qu'on a un corps qui change, qui est en constante évolution, qui demande de l'attention, qui demande qu'on le chérisse aussi quelque part, parce que c'est un bouleversement à la fois hormonal, mais quelque chose qui se voit, et donc même l'attention que nous portent les autres est différente. Donc vraiment, se préparer à ça, à ce grand changement. Ça, c'est une première chose. Et puis, je ne me suis pas du tout préparée à l'accouchement non plus. Pour moi, c'était bon, c'est facile, on met une péridurale, ça sort, et voilà, quoi. Mais en fait, pas du tout. J'ai redécouvert, moi, l'accouchement sans péridurale, sans que je le veuille d'ailleurs, sans que ça se décide par moi-même. Et quand mon bébé est arrivé, du coup, sans péridurale, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue de toute la force et de tout le pouvoir, en fait, que ça nous donnait, nous, en tant que femmes. Et on est forte, on est incroyablement forte, on sait faire de la magie, et je pense qu'on l'oublie, en tout cas, on ne nous le dit pas assez. Ouais, on ne se rend pas compte à quel point on est puissante. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et pourtant, je n'étais pas prête à ça, mais dès que mon bébé est sorti, j'ai dit à mon chéri, j'en veux un autre tout de suite. Ah oui, d'accord. Prête à revivre le truc à fond. Je veux revivre ça, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que pour ta première grossesse, tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as fait des cours de préparation à l'accouchement? Rien du tout. Je n'ai rien fait. Je pense que j'ai appris ce que c'était la grossesse sur le tas. J'ai appris à découvrir mon corps sur le tas. On a appris à se connaître avec mon conjoint en tant que couple, mais en tant que futurs parents aussi, sur le moment. Vraiment, on n'était absolument pas prêts. C'est pour ça qu'il y a un vrai contraste entre mon premier et mon dernier. Enfin, en tout cas, pas contraste de l'enfant lui-même, mais de l'expérience vécue, en tout cas. Ok. Marion, du coup on a Marion qui est doula, qui est avec nous et justement toi Marion, tu accompagnes les femmes, les couples, les futures familles dans cette étape de la grossesse et de la naissance. Quel est le profil des femmes, des futurs parents que tu rencontres? En fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil. Il n'y a pas de profil au niveau sociétal, mais il y a vraiment un profil de gens qui veulent mettre plus de conscience sur un petit peu ce que tu disais, Mélanie, mettre de la conscience sur cette étape, sur le fait d'être enceinte. Des gens qui veulent peut-être, sans savoir mettre les mots dessus, mais qui veulent être moins dans le faire, de cocher des cases, de dire ça on a fait, on a préparé, hein, mais plus être dans ce que moi j'appelle l'être. Ouais. Être, se connecter, se reconnecter, que ce soit se connecter à son corps, à son bébé, à son couple, à sa famille, s'il y a déjà des aînés.
Mais j'ai pas vraiment de profil. Je peux avoir des primipares, donc des gens qui sont premier enfant, comme deuxième. C'est vrai que souvent, quand il y a enfin, c'est le deuxième ou le troisième, malheureusement, ou après ça fait partie de l'histoire, mais c'est suite à des traumatismes où il y a eu ou une dépression du postpartum, ou un accouchement très compliqué. Et elle me dit, je veux plus revivre ça. Ouais, qui laisse des traces, qui font se dire, il faut J'ai été accompagnée, mais là, je veux vraiment mettre de la douceur sur tout ce qui va se passer. Ouais. J'ai vu que c'est un gros bouleversement. Je sais que ça va être encore un plus gros bouleversement. Donc, c'est vraiment pour les futurs parents qui ont envie de se préparer personnellement à l'accouchement. Moi, c'est vrai que j'ai vécu ma première grossesse comme ça. J'ai tout préparé. J'ai été alitée dès le 4e mois. Du coup, ce que je maîtrisais, c'était le choix des biberons, de tout le matériel. Mais je ne me suis pas préparée à être cette future maman. Et c'est ça qui pêche souvent si on ne se fait pas accompagner, parce que c'est difficile d'aller apprendre ça tout seul. Ouais, parce qu'on est... je pense qu'on va beaucoup trop vite. On a des quotidiens qui sont hyper remplis et ça nous rassure pour la plupart des gens. On est rassuré par remplir. Ouais. Et juste des moments où des personnes me disent « mais on fait quoi pendant 1h30 ?» Comme pendant les célébrations de grossesse, on fait quoi? Et puis en fait, finalement, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est juste se laisser aller. Qu'est-ce qu'on se permet d'être? Voilà, oser être. Et c'est très rigolo parce que souvent, pendant les premières séances, moi, ce que j'appelle le small talk, on parle, voilà, c'est un petit peu comment... Et au moment où la séance va se terminer, où je dis, bah voilà, là, la séance, d'ici un quart d'heure, je te propose de faire ça, c'est là où tout de suite, les langues se délient. Ah, mais en fait, j'osais pas te parler. J'osais pas dire ça. J'osais pas la deuxième séance. Okay. Ouais, donc en fait, finalement, ces futurs parents, ils prennent vraiment conscience de l'importance de ces espaces en cours de route, en fait. Tout à fait, ouais. Deuxième question pour toi, Mélanie. Toi qui as vécu 4 grossesses, est-ce que les réseaux sociaux et la surinformation auquel on a accès aujourd'hui, ça aide ou ça pèse sur la femme enceinte? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut trouver de tout et de ça peut provoquer chez nous toutes sortes de sentiments aussi. Je pense que c'est d'une part assez intéressant d'avoir accès à toutes ces informations parce que je pense qu'il faut être honnête, on peut avoir des infos ou des expériences vécues, partagées sur les réseaux qui peuvent nous aider à nous projeter, mais aussi à comprendre des points auxquels on n'avait pas forcément pensé. Mais à contrario, je pense aussi que on peut se mettre la pression finalement sur des choses qui n'en demandent pas tant. Et avoir des attentes particulières et se laisser submerger en fait par une émotion négative qu'on aurait pu ressentir au moment où on a pris connaissance d'une expérience pas très géniale sur un moment sensible de l'accouchement ou de la grossesse. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à faire la part des choses et prendre les informations d'abord qui nous intéressent, mais surtout qui peuvent nous rassurer et nous porter plus vers l'avant et sur quelque chose de positif et vraiment laisser tout le négatif ou toutes les idées un peu qui font peur de côté pour vivre sa grossesse et son accouchement dans les meilleures conditions. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a ce côté où c'est super important de savoir ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver, d'être vraiment conscient du tableau entier. Et en même temps, ça peut apporter une anticipation de choses qui pourraient ne pas nous arriver, en fait. Ouais, absolument. Si je te pose cette question-là, et du coup, c'est spoiler alerte, parce que là, je suis en train d'attendre mon 4e enfant, du coup, et je me rends compte que, du coup, j'ai de l'expérience et j'ai l'impression d'être beaucoup plus stressée là qu'à ma première grossesse, tout simplement parce que du moment où tu es enceinte, il y a Instagram, il est au courant, et il te montre tout un tas de contenus différents, et tu te mets à appréhender des choses que tu n'avais jamais appréhendées par le passé, en fait. Donc, ça me fait me dire que les mamans d'aujourd'hui doivent être particulièrement stressées. Et je me demande, Marion, si toi, tu as ce ressenti-là sur les femmes que tu accompagnes. Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais.
C'est des femmes qui, souvent, quand elles viennent, j'ai l'impression des fois, même certaines en savent plus que moi, parce qu'elles ont lu des quantités de livres, elles ont regardé des quantités d'émissions. Sur Internet, on a maintenant tellement d'informations et tellement l'envie du bien faire. Et en même temps, c'est tellement beau de vouloir bien faire. C'est ce que je dis souvent, c'est pour moi une grande qualité. Déjà de commencer à se poser des questions et de se dire comment est-ce que je peux bien faire. Et c'est vrai que moi, dans mes accompagnements, en tout cas, on va venir voir qu'est-ce qui est important. On ne peut pas tout faire. On peut pas, même la personne la plus parfaite, le parent le plus parfait ne pourra pas tout bien faire. Tout bien faire. Et puis même, quel modèle on donne à nos enfants, personne parfaite. Moi, je trouve que ça fait quand même une énorme pression quand on est un enfant, de voir nos parents si parfaits, se dire mais comment on fera quand on sera des adultes pour être si parfaits. Et moi, j'aime l'imperfection, l'imperfection, et d'apprendre que dans l'imperfection, il peut y avoir des choses vraiment très belles. Mais de toute façon, je pense que s'il y a un truc qu'on doit retenir de la grossesse et des naissances, c'est qu'il n'y aura pas de perfection parce qu'on peut faire tous les plans qu'on veut, rien. Il y a de grandes chances que les choses ne se passent pas comme prévu. Et finalement, ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à lâcher prise là-dessus, en fait. À être ancré dans qui on est, qui on est en tant que couple, qui on est en tant que famille, et de voir quel est le plus important pour nous. Et de se dire que peut-être que ça va changer. Le oui d'aujourd'hui ou le non d'aujourd'hui sera peut-être dans 6 mois ou demain un non. Et c'est pas grave. Et de mettre de la douceur sur tout ça et de se dire qu'on a le droit de se tromper et qu'on a le droit de mal faire. Oui, et surtout, on peut imaginer un plan de naissance, on peut aller chercher, on peut aller imaginer, s'autoriser à imaginer ce qu'on aurait envie de vivre. Et toujours avec la conscience que les choses ne vont peut-être pas se passer comme prévu. Et que ce sera très bien comme ça. Moi, j'ai demandé la péridurale pour mes 2 premières grossesses. Juste le fait de la poser, ça a provoqué l'accouchement. Donc, du coup, j'ai pas eu les effets de la péridurale. 3e grossesse, je me dis, j'accouche sans péridurale. Je veux le faire. Je veux me sentir puissante. Et Maë se présente avec la main devant. Donc, super-héros. Oui, comme un super-héros. Mais du coup, impossible pour moi d'accoucher sans péridurale parce qu'il fallait d'abord pousser sa main. Et donc, ça, c'est pour te rappeler que prévois ce que tu veux, mais garde l'esprit ouvert, surtout. Et nos enfants sont très forts pour nous rappeler ce message. Exactement. Ils arrivent tous avec un message. Et lui, le sien, c'était ça. Exactement. Du coup, Marion, je vais te donner 3 idées reçues, enfin selon moi, sur le métier de doula. Et j'aimerais que tu me dises si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Du coup, une doula, c'est pour les mamans qui veulent une grossesse et une naissance 100% naturelle. Presque elles veulent accoucher à la maison. Vrai ou faux ? Faux. Après, j'ai fait un petit mouvement parce qu'il y a des doulas qui sont vraiment spécialisées dans ça, qui veulent vraiment accompagner les femmes et les familles dans l'accompagnement d'une grossesse physio, même, tu vois, les personnes qui veulent absolument allaiter, etc., qui vont vraiment être catégoriques en disant « Moi, je n'accompagne pas les gens qui veulent nourrir leurs enfants au biberon, etc. » Et toi ? Moi, personnellement, je suis ouverte à tout parce que, comme je te le disais, pour moi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas bien faire et mal faire. Comme on disait tout à l'heure en off, de donner un biberon avec le sourire en étant bien dans sa peau en tant que maman, pour moi, c'est plus important que d'allaiter en étant en dépression et en pétant les plombs tous les jours. Oui, bien sûr. Et mon travail, c'est vraiment de venir se reconnecter à qui on est et qui on a envie d'être et d'aller voir pourquoi. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui nous ont envoyé ça ? Est-ce que c'est notre éducation ? Est-ce que c'est notre mère ? Est-ce que c'est, je sais pas, après, peu importe, mais de venir pourquoi, et dans le couple, s'ils sont pas au diapason, voir qu'est-ce qui est le plus important. Et finalement, ton soutien et ton accompagnement vont peut-être les aider à assumer pleinement Tout à fait. Ce qui est déjà là, mais qu'on peut avoir parfois du mal à assumer, quoi. Et comme tu disais, cette puissance-là qu'on a en nous, en tant que femme, on n'est pas obligé d'accoucher de manière physiologique pour la ressentir. On peut la ressentir toute notre vie. Alors oui, bien sûr, l'accouchement en puissance, l'enfantement en puissance, c'est quelque chose qui transcende parce que c'est tellement intense
qu'on est obligé d'en ressortir, je sais même pas comment qualifier la chose, mais transformée. Et en même temps, on peut tellement vivre des accouchements transformateurs. Autrement. Ouais. Une fois que la femme a accouché, ton job est fait. Vrai ou faux? Ah, faux. Largement faux. Non, pour moi, le gros du travail, c'est plus le postpartum. Ok. On se voit beaucoup pendant la grossesse. Pour moi, l'accompagnement de la grossesse, c'est vraiment accompagner, à mettre de la conscience. Mais tout est en nous. À part pour les femmes qui ont un traumatisme ou qui ne veulent vraiment pas. Ouais, il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes, qui le vivent mal. Qui le font parce que le conjoint a souhaité et que finalement elles n'en veulent pas, etc. Donc là, voilà, et même si c'est trop dans le traumatisme, moi je renvoie vers un thérapeute parce que mon travail n'est pas thérapeutique. Mais on crée aussi du lien pour le après et pour qu'ils se sentent en sécurité avec moi, pour pouvoir derrière se laisser aller. Ok. Donc finalement, tu dirais que le plus gros de ta mission est après l'accouchement? Oui. Ok. Oui. Surtout mais c'est super intéressant parce que je sais pas ce que tu en penses, Mélanie, mais moi j'imaginais la doula surtout dans l'avant et je sais pas, dans l'image que j'ai, la doula c'est celle qui accompagne à l'accouchement. Donc c'est super intéressant de voir qu'en fait non, c'est surtout l'après, parce que c'est là où elles ont peut-être le plus besoin de soutien. En fait, je suis présente tout le temps, s'ils le souhaitent, bien sûr. Mais pour moi, tout ce qu'on fait amène un postpartum qui sera le plus juste possible pour cette famille et pour cette femme. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. Et qui est vraiment un lien de confiance qui se soit installé pour qu'ils puissent vraiment les accompagner. Pour moi, de bien vivre une grossesse, de bien vivre un accouchement, quel qu'il soit, peu importe si le tableau ne sera jamais parfait, mais de le vivre tout en conscience fait que derrière le postpartum sera plus bénéfique pour tout le monde et puis aussi amènera à moins de burn-out parental, de dépression postpartum, parce qu'on aura aussi élagué tout ce qu'il y a élagué, mis les pieds dans le plat où ça fait mal, mettre de la douceur. Dernière idée reçue, les doulas ne sont pas très appréciées du corps médical. Vrai ou faux? Ça, c'est malheureusement vrai et faux. C'est en train de changer. Malheureusement, en France, il y a certaines institutions qui, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de débordements. Le métier de doula, c'est pas un métier qui est réglementé. Il n'y a pas de diplôme français officiellement. Du coup, tout le monde peut se dire doula, comme dans plein de métiers aujourd'hui. Et il peut y avoir de nombreuses dérives. Donc, il y a notamment l'Ordre des sages-femmes qui est très, 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 très vigilant. Mais comme ils sont aussi très vigilants sur les sages-femmes, et il faut faire vraiment très attention à ce qu'on propose, il faut être très ancré dans sa posture, et voilà. Après, on est amis des sages-femmes, on est amis des médecins, mais ça dépend des maternités, ça dépend. Voilà. Ok, merci beaucoup Marion. Avec plaisir. Mélanie, on va repasser sur toi. Est-ce que tu as un événement, une chose que tu retiens de chaque grossesse? Qu'est-ce que chaque grossesse t'ont apporté? Donc, je vais le faire à l'envers. Je vais commencer par mon dernier-né et je vais remonter jusqu'au premier. Le dernier m'a appris la résilience. Et je pense que c'est fou de l'admettre encore aujourd'hui, de se dire, OK, il m'a fallu 4 enfants avant d'apprendre ce que c'est et ce que ça veut vraiment dire, en fait, être résilient. Donc, on apprend à la fois à être plus patient, mais aussi à accepter plus de choses et à relativiser beaucoup, finalement. Donc, mon dernier, il m'a appris ça. Aaron m'a appris que j'étais capable, donc c'est mon troisième, il m'a appris que j'étais capable de faire tout ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que pour lui, j'ai vraiment décidé d'accoucher sans péridurale. Donc c'était un choix pour moi, je me suis préparée à cet accouchement et j'y suis arrivée. Et c'est ça, la première fois quand il est sorti, quand il a mis la tête dehors et que je l'ai récupéré dans les bras, c'est la première chose que j'ai dit, c'est « j'y suis arrivée, punaise, je l'ai fait ». Je l'ai fait. Je le disais en revenant jusqu'à mon lit, parce que du coup, j'ai accouché dans la douche de la salle de bain de l'hôpital. Et du coup, en revenant jusqu'à mon lit, j'arrêtais pas de me répéter ça. Je l'ai fait. Et j'ai appris à avoir beaucoup plus confiance en moi depuis la naissance d'Aaron. Ava, donc ma deuxième, elle m'a appris que mon corps était capable de choses extraordinaires. J'ai beaucoup été complexée quand j'étais jeune par mon corps, par l'aspect, par ce qui renvoyait, etc.
Et le fait de ne pas être préparé à cet accouchement et d'avoir à le vivre de cette façon, c'est-à-dire sans péridurale et sans avoir voulu le faire sans péridurale, donc vraiment être au pied du mur et de me dire, OK, soit je sens mon bébé, soit... il n'y a pas d'autres possibilités. Oui. Quand il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai eu très peur d'avoir mal, mais j'ai eu peur pour mon bébé, de pas être sûre de pouvoir le sortir convenablement. Enfin, j'étais vraiment, vraiment pas prête. Mais elle m'a appris que mon corps était extraordinaire et que peu importe sa cicatrice, peu importe la forme qu'il a, peu importe ce qu'il renvoie, il est fort, il est magique et il est capable de m'emmener très, très loin puisque c'est lui qui me porte chaque jour. Donc, vraiment, j'ai appris à lui redonner sa couronne et à lui dire, OK. Et ça t'a réconcilié avec ton corps, tu dirais ? Ça m'a réconcilié avec mon corps, absolument. Je dirais pas que je n'ai plus de complexe à ce jour, mais c'est tellement minime comparé à ce que je ressentais avant, vraiment. C'est fort. Et ma première, Lilia, du coup, je pense que elle m'a appris ce que c'était que l'amour. Vraiment, l'amour sans condition. Ouais. L'amour fort, l'amour puissant, celui qui s'éteint jamais. Mais autant l'amour pour mon enfant, mais l'amour pour mon conjoint aussi, qui m'a suivi depuis les débuts et qui est encore là aujourd'hui. Donc, parce qu'on a appris à se connaître à travers, comme je te disais, la grossesse, mais aussi à travers notre couple. Bien sûr. Et le fait de devenir parent. Donc, c'est vraiment l'amour. C'est là qu'on forme une vraie équipe, quoi. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est une très bonne question aussi. Elles sont pertinentes, mes questions. Je dirais qu'il faut de tout, même pour aller plus loin. Il faut de tout pour faire un monde, quelque part, mais pour faire aussi la maternité et l'éducation d'un enfant. Je pense qu'à certains moments, on peut oser poser des questions aux autres et accueillir les conseils des autres. Je pense que c'est important parce que malgré tout, on peut aussi recevoir de bons conseils d'autrui. Mais je pense qu'à certains moments, il faut aussi se faire confiance et se dire que si on le ressent comme ça, si on a cette intuition, c'est pas pour rien. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut vraiment de tout faire la part des choses, encore une fois, se dire qu'on entend, on écoute tout ce qu'on a à nous dire, mais au final, le raisonnement, il vient de nous et de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, se faire confiance. Ok. Donc, vraiment se dire, si on se sent seul, ne pas rester seul. Absolument, trouver une façon de construire autour de nous un village et en même temps, jamais au dépend de la confiance qu'on a en nous, en fait. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion ? Moi, je pense qu'il faut tout un village pour surtout porter une maman. Je pense que la subtilité est vraiment intéressante. Ouais. En fait, ce qu'on dit de porter un enfant, pour moi, je le vois vraiment au sens large. Un enfant jusqu'à longtemps. Jusqu'à longtemps. Parce qu'un enfant ne peut pas se construire avec juste la famille, peu importe, papa, maman, de papa. Avec vraiment la famille restreinte, c'est si peu riche. Enfin, tu vois, le monde est tellement riche autour de nous que l'enfant a besoin d'apprendre tout autour de lui. Et bien sûr qu'il y a besoin de tout un village pour élever un enfant, mais pas pour élever un bébé. Pour moi, un bébé a besoin de sa maman. On est des mammifères, c'est comme ça. Bien sûr, du coparent. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la maman. Il faut vraiment un village pour accompagner une maman. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, où sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est les femmes, on est des warriors. Alors oui, on est des guerrières, on est capable de faire des trucs extraordinaires, mais on est aussi à des moments vulnérables. Et à qui montrer cette vulnérabilité aujourd'hui ? Avant, on avait la mère, la grand-mère, la sœur, la tante, tout le monde venait se regrouper autour de la maman qui vient d'avoir cet enfant, qui devrait rester alitée parce qu'elle a quand même vécu un truc de dingue, de sortir un bébé, souvent d'environ 3 kilos de soi, le corps s'est écartelé pour... c'est quand même quelque chose, tu parlais de magie tout à l'heure, c'est... Waouh, ouais, c'est incroyable, oui. Et à côté de ça, on demande à la mère de se lever, péridurale, césarienne, peu importe, tout le monde doit se lever dans les 3 heures et limite continuer à faire reprendre sa vie, tu vois. Donc pour moi, le village, il est plus dans un premier temps autour de cette maman qui, elle, derrière, doit avoir la force de s'occuper de son bébé.
Oui, c'est ça. en Ouais. fait. Mais ce qu'on dit pour l'enfant, oui, c'est vrai. Pour le bébé, c'est pas vrai, pour moi. Ok. Ouais. Bon, merci les filles pour cet avis. Question pour toi, Mélanie. La question que je pense tout le monde se pose. C'est comment d'être maman de 4 enfants? Écoute, ça demande de l'énergie, ça c'est certain. Ça demande énormément d'organisation. Et ça demande une cohésion aussi familiale, mais dans le couple aussi. Nous, on a vraiment tendance à se partager les tâches. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ça fonctionne, mais en équipe, quoi. Ah ouais, franchement, je pense que... Et franchement, chapeau aux mamans solo, parce que pour pouvoir le faire durant toute l'existence de son enfant, du début jusqu'à la fin, toute seule, vraiment, bravo, je tire mon chapeau. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon partenaire qui est là depuis le départ et qui, je l'espère, restera à mes côtés encore longtemps. Tu vas tout faire pour, en tout cas. Mais ouais, on fait tout en équipe et ça, c'est vraiment mon pouvoir le plus puissant, ouais, absolument. Ok. Quel est le regard de la société sur les familles nombreuses? Alors, je pense qu'on a, malgré nous, un œil un peu critique sur le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que, j'imagine, pour plusieurs raisons, plusieurs idées reçues aussi. Le fait d'en avoir beaucoup, est-ce qu'on ne va pas finalement les délaisser quelques-uns? Est-ce que finalement, c'est pas plus inconfortable d'avoir plusieurs enfants que d'avoir à s'occuper que d'un ou de deux? Je sais que moi, dans ma famille, on a eu vraiment 2 discours différents. À la fois, une partie de notre famille qui nous comment dire, qui nous soutenait dans la démarche d'accueillir plusieurs enfants, et à contrario, d'autres membres de notre famille qui étaient plutôt réticents à l'idée de l'avoir à construire avec autant d'enfants et qui avaient peur qu'on s'oublie un petit peu dans toute cette charge finalement que demande l'éducation d'enfants. Donc, je pense qu'on a malgré nous une idée un peu négative de la chose, mais voilà, je pense que ça tend aussi à évoluer. Parce qu'on a la chance de pouvoir faire les choses aussi en conscience maintenant. Donc, quand on a plusieurs enfants, ça ne veut pas forcément dire que c'était pas voulu ou pas attendu, mais que c'était vraiment quelque chose de préparé. Est-ce que toi, tu as souffert du regard des autres pendant ta 4e grossesse ou en ce moment avec tes 4 enfants? Est-ce que tu dirais que ça te pèse? Ça t'a pesé? Non, non. J'ai toujours été assez transparente sur tous les aspects de ma vie. Puis le fait d'être sur les réseaux sociaux, j'ai ce pouvoir aussi quelque part de mettre des mots sur ce que je ressens et sur ce que j'autorise à partager et sur ce que j'autorise aux autres à me renvoyer. Donc j'essaie vraiment de mettre un cadre sur tout ça, et le fait d'être vraiment transparente sur tous ces aspects de ma vie, je pense que ça m'aide aussi à pas avoir de retour. T'as pas laissé en fait voilà. T'as pas laissé de place au regard des Absolument. autres. Ok. Et puis en vrai, les familles nombreuses aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce qu'il y a aussi beaucoup de familles recomposées. Oui. Donc finalement, les familles nombreuses vont redevenir un peu la norme peut-être, d'une façon ou d'une autre. Marion, comment ça se passe concrètement quand on veut se faire accompagner par une doula? À quel moment on prend contact avec elle? En fait, il n'y a pas vraiment de règle, c'est quand on en ressent le besoin. La première étape, c'est de prendre contact avec moi. Souvent, je propose ce que j'appelle le rendez-vous découverte. Donc, c'est un petit rendez-vous d'une 30aine de minutes où on fait connaissance. Parce que pour moi, une doula, c'est avant tout aussi une rencontre. Tout le monde ne peut pas être la doula de tout le monde. Et comme j'aime le dire toujours, n'hésite pas à prendre le temps d'y réfléchir et de voir si vraiment il y a un feeling, il y a quelque chose qui peut se créer, comme toute relation. Parce que même si c'est du professionnel, il y a toujours quelque chose en plus qui est impalpable, mais voilà, vraiment prendre le temps d'être sûr que cette personne peut être ta doula et que tu vas pouvoir être, comme on disait tout à l'heure, vulnérable. Et puis, ouais, par rapport à ce que tu disais, les étapes, il y a des personnes qui vont prendre contact, ce qu'on appelle en préconception, donc qui vont ou vouloir mettre de la conscience sur le fait de concevoir un enfant, et on va pouvoir vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire faire un enfant, qu'est-ce que ça veut dire faire famille, comment passer de 2 à plusieurs.
Il y a aussi les gens qui sont en parcours PMA, qui ont un parcours médical un petit peu trop lourd, où on a besoin de remettre beaucoup de conscience et de douceur sur tout ça. Il y a aussi pendant la grossesse. Il y a des gens qui me contactent des fois aussi juste pour être présente à l'accouchement. Bien sûr, il y a quelques séances avant pour faire connaissance, parce que c'est quand même quelque chose qui est très intime. Bien sûr. Je ne me vois pas arriver sur un accouchement sans avoir fait connaissance et savoir quels sont leurs besoins. Et puis, il y a aussi des personnes qui me contactent en postpartum et qui me disent, je ne connaissais pas du tout, je viens de découvrir et là, je sens que j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'y voir plus clair parce que le temps a fait que je me suis laissée aspirer, j'ai pas vu le temps passer et voilà, ça y est, j'ai accouché, je sais plus comment faire, j'ai besoin d'aide. Et ça peut arriver aussi, même dernièrement, j'ai fait un soin rituel à une femme où ça faisait 2 ans, enfin sa fille avait 2 ans, et elle a vraiment découvert l'accompagnement d'une doula. Et donc on peut se dire à 2 ans, ça y est, le job est fait, et non. Parce qu'il y a plein de choses qui restent ancrées en fait. Ouais. Et comme tu disais, Mélanie, souvent on refait le point en refaisant un autre enfant. Et ça peut m'arriver d'avoir des gens qui, le premier, on a besoin de mettre la conscience sur ce qui s'est passé au premier pour lancer le deuxième en toute, j'ai envie de dire sécurité, mais c'est pas le mot. En conscience en tout cas. Ouais, ils se sentent vraiment, On a envie de le vivre en étant pleinement présent dans cet espace. Ouais. Et du coup, amène une autre question. Comment est-ce qu'on devient doula ? Comment est-ce que toi, tu es devenue doula ? Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu t'es dit, je veux devenir doula ? Et concrètement, comment on se proclame ou qu'est-ce qu'on doit passer comme certification pour être doula ? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, comme dans plein de métiers, on peut se dire doula, mettre sa plaque doula sur notre porte, peu importe qui on est et ce qu'on a fait. Aujourd'hui en France et partout dans le monde, il y a des écoles de doula qui peuvent se faire ou en présentiel ou en distanciel. Et moi, comment je suis devenue doula, ça a été un grand cheminement. Donc, j'ai commencé au départ par les célébrations de grossesse, où j'ai été vraiment transcendée par l'expérience, par l'intensité qu'il pouvait y avoir pendant ces moments. Et je me suis dit, mais waouh, je veux faire ça toute ma vie. Je veux gagner ma vie comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis autorisée à être plus et à me former à plus parce que pour moi, on ne s'improvise pas doula. C'est quand même une posture qui est quand même particulière. Oui. Même si je pense qu'il y a des gens qui sont doula naturellement. Mais toi, en tout cas, tu as une formation de doula. Oui, une formation du coup de 13 mois avec de la pratique pendant minimum 6 mois qui est supervisée. Ok. Oui, donc c'est pas rien quand même. Ouais. Et puis après, il y a un lien qui est maintenu avec l'école s'il y a des questions, des choses comme ça. Des fois, il peut y avoir des situations plus particulières parce qu'il y a autant de situations que de familles, que de femmes. Et des fois, il y a des situations qui amènent à se remettre en question ou à vouloir chercher de l'expérience ailleurs. Exactement. Oui. Une doula, est-ce qu'elle peut accompagner dans n'importe quel hôpital ou est-ce que c'est plutôt en clinique ? Alors, je vais répondre pour La Réunion, parce que c'est vraiment, pour moi, lieu dépendant et même personnel dépendant. Ça dépend de qui, en ce moment, dirige le service, etc. Sur La Réunion, c'est en train de beaucoup s'ouvrir sur le sud. À Durieux, ils sont OK. Bien sûr, il faut se présenter avant, il faut montrer patte blanche, si je puis dire. Bien sûr. Au CHU de Saint-Pierre aussi, ça commence à s'ouvrir tranquillement. Le SHOR, c'est en cours. Moi, j'ai pas encore réussi à y entrer, mais ils disent que pourquoi pas. Et après, à Belle-Pierre, tout ce qui est la zone nord et est, je connais moins, parce que je suis allée moins me présenter là-bas. Sud, toi. Ouais. Et voilà. Et après, il y a bien sûr Manao, mais Manao qui a déjà un accompagnement qui est génial, qui est la maison de naissance. Et là, du coup, pareil, c'est vraiment selon le cas, selon le besoin de la famille. Donc, du coup, il y a encore toute une éducation à faire dans ce domaine-là. Ouais. Et c'est ça aussi qui est challengeant et qui est génial. Il y a du travail. Mais ça fonctionne dans d'autres pays. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a plein de pays où on prend une sage-femme, une doula. Mélanie, si tu avais un conseil pour les futures mamans, pour les femmes enceintes aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? De ne pas hésiter à se renseigner, beaucoup,
parce qu'il y a des sujets divers et variés, même des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Se faire accompagner. Célébrer tous les petits moments importants. Se faire accompagner, je veux dire, ne pas se retrouver seul. Est-ce que toi, tu as vécu une expérience durant l'une de tes grossesses que tu pourrais nous raconter, que tu penses qu'il pourrait servir à une future maman aujourd'hui? C'est très difficile de choisir qu'une seule expérience vécue. Moi, l'expérience qui m'a le plus marquée et qui a vraiment provoqué un chamboulement chez moi, c'est lorsque j'ai accouché d'Ava. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'étais pas préparée à vivre cet accouchement-là. J'étais d'ailleurs pas préparée à savoir concrètement ce que ça voulait dire que d'accoucher, même si j'avais déjà accouché une première fois, mais je l'ai fait vraiment sans être présente, finalement, psychologiquement, je veux dire, intérieurement, c'était juste un porter, moment, ouais. Je me suis laissée porter, c'était juste une étape à passer, et voilà, sans grande célébration, sans grande victoire. Mais la vie m'a montré que, en tout cas, elle m'a démontré que c'est finalement un moment fort, et qui plus est le plus fort, à ma connaissance, à vivre. Et je pense que le fait de ne pas avoir été préparée à ce moment-là et d'avoir tout découvert sur le moment présent, ça a tout changé en moi. Ça m'a fait prendre conscience que, d'une part, on ne peut pas tout prévoir. Dans un second temps, on est capable de beaucoup de choses et on ignore aussi de quelle force force qu'on a. Ouais. Et que la plupart du temps, tout se passe bien. Ouais. Même si c'est pas comme on l'avait prévu, ça va aller. Tout va bien se passer et vraiment se faire confiance à fond et voilà. Et vivre tout ça avec amour et tout va bien se passer. Merci. Marion, toi, tu es maman, tu es doula. Oui. Alors, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager, que ce soit de ton expérience de maman ou de ton expérience de doula, qui tu penses pourrait servir aux futures mamans qui nous écoutent ou nous regardent? J'ai envie de dire déjà poser toutes les questions et oser poser des questions, à peu importe le professionnel, mais je trouve que les gens n'osent pas poser des questions et du coup sont dans cette peur de l'inconnu. Faut oser poser des questions et prendre, on parlait beaucoup tout à l'heure de puissance, mais reprendre son pouvoir, ne pas se faire infantiliser. Malheureusement, dans les hôpitaux, les cliniques, les maternités, souvent, on se fait infantiliser parce que la blouse blanche peut être impressionnante. Et vraiment oser prendre son pouvoir, sa posture. On est des adultes, tu vois, on est là, on est des femmes et c'est vrai que c'est toute une éducation aussi à avoir. Moi, je sais que j'en suis là parce que je chemine depuis de nombreuses années, mais de réussir à incarner, même comme tu disais tout à l'heure, Mélanie, de pourquoi les gens finalement ne t'embêtent pas avec tes 4 enfants, mais parce que tu incarnes aussi t'assumes, je suis cette femme, cette maman, j'ai 4 enfants, et c'est comme ça en fait, c'est pas autrement. Et quand tu l'incarnes, quand tu prends cette posture, tu permets d'en faire une norme et personne ne remet ça en question. Ouais. Donc, d'oser être qui on est sans avoir peur de gêner. Même l'accouchement, il y en a qui disent « Ah là là, l'accouchement, c'est horrible, on crie, on machin. » Ouais, mais ok, pourquoi ça devrait gêner de crier pendant un accouchement? Pourquoi ça devrait gêner C'est quand même... on est là. C'est vrai que se faire infantiliser, est-ce que tu l'as vécu toi est-ce que tu l'as ressenti, se faire infantiliser complètement, mais jusqu'à mon dernier. Hein. Ouais. Mais je pense que j'ai appris à ne plus me laisser faire et à imposer mes choix quelque part. Donc, mais oui, encore aujourd'hui. Ouais. Mais bon, ça tend à évoluer, heureusement. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut se préparer et savoir concrètement ce qu'on veut, même si au final, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, mais arriver avec ses idées, ses besoins, ses envies, et voilà. Et... Ouais, quand on est informé, on peut arriver en force, en fait. Ce qui peut nous surprendre, c'est d'avoir l'impression de rien maîtriser. Ouais. Et du coup, moi, je sais que je l'ai vécu, ça m'a fait pas mal souffrir sur le moment pour ma première grossesse.
C'était une grossesse à risque et j'ai accouché à 33 semaines. Donc, évidemment, je suis arrivée avec mes angoisses, mais en même temps, on m'avait prévenu que c'était un accouchement qui pourrait être prématuré. Donc, je me suis fait accompagner, donc je suis arrivée avec une certaine confiance je sais, je vais accoucher prématurément, mais ça va bien se passer. Et en fait, c'est tout le corps médical qui m'a dit mais non, pourquoi vous dites ça? Mais non, on va vous donner des médicaments, ça va le faire. Mais non, pourquoi vous voudriez accoucher plus tôt? Enfin, ils m'ont infantilisée, alors que moi, je suis arrivée avec quand même assez de force et de confiance. Et jusqu'au bout, ils ne m'ont pas cru. Donc, pendant 24 heures, ils m'ont dit mais non, on va vous donner des médicaments, ça va aller. Et moi, je leur disais aujourd'hui, je vais accoucher. Parce que, en fait, je le sentais. Je pense que 4 mois d'alitement m'ont appris à écouter mon corps. Et donc, quand les sensations étaient différentes, j'ai su que c'était le moment, mais personne ne m'a cru jusqu'au moment où on m'a dit ah, vous avez raison. Ah, ça y est, on y va. Alors que toute la nuit, moi, je me souviens, j'ai appelé Yann, je souffre. Et tout le monde me disait, Madame, va falloir prendre votre mal en patience parce que là, on peut rien vous donner de plus et tout. Donc, moi aussi, si je devais donner un conseil aujourd'hui aux futures mamans, c'est de ne pas oublier leur pouvoir, de ne pas oublier que c'est elles qui comptent aujourd'hui et de s'informer suffisamment pour arriver avec assez de confiance pour ne pas laisser le corps médical prendre toute la place, en fait. Et oser, si elles ne se sentent pas d'être dans leur puissance seules, d'oser se faire accompagner. Exactement. Que ce soit une doula ou avec quelqu'un d'autre, mais une personne de confiance qui va vraiment leur donner confiance en eux. Ouais, des fois, on a juste besoin d'un soutien qui nous dit mais tu as raison de ressentir ça et assume-le et affirme-le, en fait. Oui, mais moi, j'ai une anecdote à partager qui est très, très puissante. Mes 2 enfants, je les ai eus, du coup, sans péridurale et... ma première fille, quand elle sortait, je la retenais, en fait. Elle sortait, elle re-rentrait. Et la chose qui m'a fait le déclic dans ma tête, c'est ma sage-femme qui me dit « Mais Marion, tu es capable d'être maman. » Ça me met encore beaucoup d'émotions, même 7 ans après. Mais rien que ça, c'est des phrases clés à des moments tellement puissants. Et oui, je suis capable d'être une maman. Ça y est, tu es une maman. Mais tout parce est que dit. inconsciemment, tu la retenais parce qu'il y a une part de toi qui se demandait si... ça allait basculer. Tu savais que ça allait basculer, quoi. Ouais, et pour moi, le bon accompagnement, c'est ça. C'est quelqu'un qui te connaît assez pour savoir dire la bonne phrase au bon moment. Et te dire, ça y est, là, c'est bon, go. Ouais. Waouh, c'est beau, là, ce qu'on partage. Merci les filles, merci pour cet échange qui a été super intéressant et qui nous permet de mettre la maternité au centre. On se retrouve du coup au village des Jolis Jours avec Marion et toute une sélection de prestataires, d'accompagnants dans cette phase de vie, la grossesse, mais aussi dans toutes les étapes de vie, parce qu'au Rosy, on part du principe que toutes les étapes de vie méritent d'être célébrées. Et pour être bien célébré, souvent, ce qui fait la différence, c'est d'être bien accompagné. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et ton village, il peut commencer ici. Au village des Jolis Jours, au Rosy Festival, les 28 et 29 mars. On se retrouve à Saint-Pierre, à la Sainte-Hélène. L'entrée est gratuite pour les femmes enceintes. Donc, vous avez juste à présenter votre petit bidon rond et on vous accueillera avec plaisir. On a vraiment hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre avec vous parce que le Rosy, c'est pour les futurs mariés, mais c'est aussi et surtout pour toutes les familles.